Bonjour et bienvenue à vous. Accord d'entreprise ou accord de branche, quel est le bon niveau pour la négociation? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui, à laquelle Jean-Eudes Tesson, avec son talent habituel et sa casquette de président de branche professionnelle, va répondre. Bonjour Jean-Eudes. Et Joseph Touvenel, avec sa casquette de syndicaliste également, va répondre. Bonjour Joseph. Beaucoup de talent. Et toujours beaucoup de talent, bien entendu. Alors, si on pose aujourd'hui cette question, c'est que les ordonnances réformant le Code du travail viennent d'entrer en vigueur et que certains ont reproché au texte présenté en septembre dernier par Emmanuel Macron d'inverser la hiérarchie des normes. Jusque-là, la règle était que la loi s'imposait à l'accord de branche qui lui-même s'imposait à l'accord d'entreprise. Est-ce toujours le cas, Joseph Touvenel? Est-ce que ces ordonnances ont chamboulé la donne ou qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Alors, elles n'ont pas chamboulé parce qu'il y avait déjà des cas où la hiérarchie des normes ne fonctionnait pas avec loi, branche, entreprise. Mais elle accélère ce chamboulement et de façon, à mon sens, sur ce point-là en tout cas, négatif. Il faut des règles nationales. J'ai négocié au niveau national, au niveau de ma branche professionnelle et au niveau de l'entreprise. Je connais un petit peu les sujets, comme Jean-Eudes. On a besoin d'un cadre national. Dans ce cadre, nous avons besoin de revaloriser les branches, me semble-t-il, et de leur donner plus d'importance et plus d'autonomie, parce que les branches, c'est celles qui connaissent le mieux les métiers et qui sont les mieux à même, par accord, par négociation, d'arriver à aménager la loi au mieux des métiers. Tout le monde comprendra qu'entre le marin-pêcheur et le salarié de la sécurité sociale, un cadre national est sans doute nécessaire, et ensuite, et c'est ce qui se fait heureusement, on adapte les règles via les branches. Donc plus d'autonomie aux branches me semble être une bonne chose, dans la mesure où les branches peuvent, elles aussi, donner plus d'autonomie aux entreprises. Et là, on a un peu inversé le système, où dans un certain nombre de cas, les entreprises pourront ne pas respecter les accords de branche, même si la branche voulait s'y opposer. Alors qu'avant, on pouvait laisser une autonomie aux entreprises, et c'est bien aussi, mais si la branche s'y opposait, ça ne se faisait pas. Et pourquoi il faut que la branche puisse s'y opposer? Pour éviter une chose tout à fait simple, la concurrence déloyale entre les entreprises sur le social. Exemple flagrant avec les ordonnances, demain, une entreprise pourra ne pas respecter des accords de branche qui prévoient des primes comme un 13e mois. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire qu'un chef d'entreprise d'une PME qui est attaché à ses salariés, qui veut continuer à leur donner un 13e mois, mais qui a son chiffre d'affaires fait par 60% par un gros donneur d'ordre, demain, aujourd'hui, le gros donneur d'ordre peut faire toc-toc, vous allez descendre les coûts. Mais vous savez que je ne peux pas, je suis à la limite. Si, vous allez supprimer le 13e mois. Et il reste quoi à ce patron comme autonomie? Dire, je perds 60% de mon chiffre d'affaires et la clé sous la porte, ou je supprime le 13e mois. Et les salariés, quand on leur présente ça comme ça, diront, voilà, la branche protège et permet que la compétition qui est juste, qui est légitime, ne fasse pas au détriment du social. Alors que les accords de branche priment, c'est une demande des syndicats, mais c'est aussi une demande des chefs d'entreprise, de beaucoup de chefs d'entreprise, Jean-Eudes. Que les accords de branche priment, non, enfin, ils ne priment pas, justement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une limitation des pouvoirs de la branche et de l'entreprise qui est mieux établie. Mais Joseph parlait d'autonomie, moi je préfère parler de subsidiarité. Et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise... C'est vraiment doctrine sociale de l'Église, la subsidiarité, oui, vous êtes parfait comme oui, d'habitude. Mais vous n'êtes pas étonné. Mais jamais. En tout cas, cette subsidiarité milite pour l'accord de branche, pour l'accord d'entreprise, mais il y a une réalité aussi, et Joseph l'évoquait tout à l'heure, la menace de distorsion de concurrence entre deux entreprises qui n'appliqueraient pas les mêmes accords. Eh bien, il y a un juge de paix, qui est la branche, qui permet de mettre tout le monde à égalité. Mais on peut aller... Enfin, moi, je souhaite aussi que lorsqu'on renforce le pouvoir de la branche, on puisse aussi, dans le même temps, étendre l'accord de branche. Alors, c'est une notion peut-être un peu technique, ce qu'on appelle l'accord étendu, qui peut ne s'appliquer qu'à ceux qui sont membres du syndicat qui négocie la branche, mais qui peut être étendu à toutes les entreprises qui exercent ce métier-là. Tous les accords, toutes les conventions collectives ne sont pas étendues, et tous les accords à l'intérieur des conventions collectives ne le sont pas forcément. Mais on pourrait faire beaucoup mieux. Et justement, pour éviter cette distorsion de concurrence, il faudrait que tous les accords de branche soient étendus. Alors, c'est important aussi de dire ce qui relève de l'accord de branche, ce qui relève de l'accord d'entreprise et ce qui est un peu entre les deux. Il faut distinguer parce qu'il y a des domaines qui sont différents, effectivement. En fait, ce qui relève de la branche
ce sont les accords, on va dire, basiques, les salaires minima, Le cadre la général, classification. C'est ça qui organise aussi la profession. Qui évite la Et ça, moi, distorsion de concurrence. Oui, je suis même très favorable à ce que ça reste au niveau de la branche. Ensuite, par défaut, tout le reste est dans un accord d'entreprise, sauf si les partenaires sociaux ont décidé que pour, par exemple, je crois qu'il doit y avoir les mesures liées à la sécurité au travail, le handicap, les partenaires sociaux peuvent décider de laisser ça dans la branche. Donc finalement, il y a encore de la place pour un accord entre les partenaires sociaux pour juger, apprécier ce qui relève de la branche. Il y a encore ce qui relève une souplesse. Oui, mais ça, c'est vraiment très important dans l'accord, que je soutiens. C'est cette souplesse qu'on laisse selon la nature de l'activité, parce que toutes les activités ne nécessitent pas sur un point un accord de branche, par exemple. Joseph. J'ai donné 2 exemples précis. Je suis en accord avec ce que dit Jean-Luc. Quand il dit que ça doit être étendu, c'est-à-dire que tous ceux qui font la même profession aient la même règle du jeu. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Par contre, avant, il y avait, pour les entreprises qui négociaient un certain nombre de choses, un accord qui devait être transmis à une commission paritaire de la branche, avec une commission qui regardait si cet accord ne désorganisait pas, faisait pas une concurrence déloyale aux autres. C'était bien, parce que c'était une sécurité qui permettait à la fois la subsidiarité, l'autonomie, mais à la fois avec un regard pour dire, bon, voilà, vous n'avez pas fait n'importe quoi et pas au détriment de tout le monde. Ça a disparu avec les ordonnances, c'est négatif. Et puis, pour comprendre comment tout ça doit fonctionner dans le bon sens, rappelez-vous les allocations familiales, comment elles ont été mises en place, volontairement par des patrons socio-chrétiens, notamment du nord de la France, mais aussi en Savoie, et aussi en Bretagne. D'abord en Bretagne. Et aussi en Bretagne. Et puis on s'est rendu compte, parce qu'ils ont constaté que donner la même rémunération à un célibataire ou à quelqu'un qui avait charge de famille, il y en avait un qui avait vraiment du mal à boucler les fins de mois, celui qui avait 3-4 enfants. Et donc, ils ont fait une allocation familiale. Mais du coup, la concurrence était faussée, puisque celui qui faisait le moins-disant social avait des coûts inférieurs. C'est pour ça qu'on a égalisé les choses en faisant une loi nationale pour que toutes les entreprises participent. Et ça, c'est juste. Et bien là, on est en train de désorganiser le système où les plus sociaux, ceux qui veulent faire le mieux vis-à-vis de leurs salariés, vont être en concurrence directe avec les moins sociaux. Enfin, si je dis, vous donnez les clés de la négociation et du social à Bernard Tapie, tout le monde va me comprendre. Vous dites en gros que c'est un peu plus la jungle que ça n'était auparavant. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est la victoire de l'ultralibéralisme et de l'individualisme. On le voit d'ailleurs, si nous suivons nos émissions sur les différents thèmes, on voit qu'il y a 2 dangers qui guettent en permanence. Un des dangers qui a un peu diminué, mais qui est toujours là, c'est de vouloir tout centraliser au niveau de l'État, c'est l'étatisation de tout. Et l'autre danger, c'est l'hyper-individualisme. Et aujourd'hui, on est quand même un peu sur les dangers de l'hyper-individualisme, y compris à titre personnel. Je ne suis pas complètement d'accord avec Joseph sur ce point, sur les conséquences négatives de cet ultralibéralisme. Enfin, ce n'est pas l'ultralibéralisme auquel j'adhère, mais je crois... C'est aux conséquences négatives, je ne crois pas. je crois que le transfert de responsabilité d'accord au niveau de l'entreprise, c'est aussi un moyen de responsabiliser les salariés eux-mêmes et leurs représentants, délégués du personnel ou délégués des syndicaux. Parce qu'aujourd'hui, si on se réfugie derrière l'accord de branche, on se prive de négociations, de certaines négociations locales dans l'entreprise, et je trouve que c'est dommage. Et à l'inverse, ce que j'apprécie aussi comme président de branche professionnelle, c'est ce cadre de négociation qu'il faut préserver, dans lequel échangent les partenaires sociaux, pas forcément à négocier, mais aussi à échanger sur la façon dont la branche se porte, les difficultés, les enjeux. Et c'est en croisant des informations et des perceptions que l'on peut avancer et au bénéfice de chacune des parties. Ce que vous dites, c'est que les 2 niveaux sont extrêmement intéressants parce que chacun avec leurs attributs et chacun avec leurs spécificités. Vous parliez de négociations locales pour les accords d'entreprise, par exemple. Alors, des dispositions dans quel domaine un accord par exemple, dans la plus intéressant tout ce qui peut toucher au management, à la flexibilité des horaires, finalement à la vie au quotidien des salariés,
je pense, et on n'a pas les mêmes situations. Mais Encore une aujourd'hui, fois- c'est possible et c'était possible hier. Oui, mais Ben alors pourquoi changer la loi? C'était déjà possible. en fait, je prends cet exemple. Dans cet exemple-là, c'était possible, mais dans tout ce qui n'est pas basique, fondamental Ce qui est un peu et plus à dans le partager, détail, propre à l'entreprise. en fait, c'est le résultat de la subsidiarité. Et c'est une vraie bonne raison pour moi de pouvoir développer des Ce accords qui serait d'entreprise. intéressant concrètement, c'est de déterminer les domaines où hier c'était pas possible et où c'était nécessaire. En fait, Et là, je gratte et je Oui. cherche. J'entends beaucoup de fantasmes patronaux autour de ça. Et en fait, dans la réalité, ce qui a été bâti là concrètement, c'est une belle usine à gaz. Puisque, en plus, alors, il y a des règles pour négocier. Pour les entreprises de moins de 11. Pour les entreprises de moins de 20. Mais les entreprises de moins de 20 qui ont des élus, c'est pas la même chose que ceux qui ont des élus. Les entreprises de moins de 20 qui ont des élus et qui auraient une délégation syndicale, c'est pas la même chose que ceux qui n'ont pas d'élus, qui n'ont pas de délégation Ce syndicale. qui est assez logique. Il faut quand même qu'il y ait des syndicats qui puissent négocier les accords d'entreprise. Ça fait déjà 4 cas de figure. Les moins de 50. Les moins de 50 avec salariés mandatés ou sans salariés mandatés. Les moins de 50 avec représentation du personnel élu ou pas représenté élu. Les moins de 50 avec présence syndicale ou pas présence syndicale. Et tout ça est un peu plus compliqué que ce que je vous dis. Plus les plus de 50, plus une usine à gaz. Alors que quand on met Oui. une hiérarchie des normes en disant, voilà, dans tel et tel, et ça se discute, sur tel et tel sujet, voilà la règle. Négociation possible, dans quel cadre, au niveau de la branche, et la branche peut autoriser les entreprises à négocier, c'est beaucoup plus simple et on évite cette... On arrive au Parce terme que de l'émission. l'intérêt de cette usine à gaz, pour ceux qui sont derrière, en tout cas pour un certain nombre, c'est de considérablement affaiblir le syndicalisme pour développer C'est un peu l'hyper-individualisme. la crainte Parce que de la certains. négociation d'entreprise, franchement, Oui. mon boucher, mais il n'en a rien à fiche, il ne sait pas faire, il n'a pas le temps. Et ces deux commis, ils n'y connaissent rien. C'est le meilleur façon Oui, mais- de se Joseph, faire on va Alors, laisser rouler dans la Jean-Luc farine. répondre, mais À en l'inverse. 30 secondes, parce qu'après, il faut Non, mais qu'il Joseph envoie. parle de la complexification. Moi, je mets en face la simplification qui a été rendue possible, les conseils socio-économiques qui remplacent les comités d'entreprise, les CHSCT, les délégations du personnel. On a simplifié le cadre. C'est vrai que c'est compliqué, mais le code du travail, On il a est simplifié, tellement mais c'est compliqué. Il est tellement compliqué. Il est de plus en plus gros chaque année. Mais si tu n'as pas tout compris, je t'invite au MEDEF, on t'expliquera. Voilà, l'invitation est lancée. Joseph, vous êtes Bon, le donc, bienvenue au Je MEDEF. note que cette loi a encore complexifié le Code du travail. Merci à ceux qui l'ont soutenu Merci. pour complexifier nos textes. Et merci à vous, messieurs. Merci à vous également qui nous avez suivis. J'espère que vous avez tout compris. Je vous dis à la semaine prochaine.